Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ma Voix T'es Libre. Aujourd'hui, on embarque ensemble pour un voyage assez incroyable, un voyage dans le temps. On va remonter bien avant l'arrivée des premiers navires étrangers sur les côtes du Sénégal, à une époque où de grands rois et des empires puissants régnaient sur ces terres. Alors préparez-vous, parce qu'on va découvrir l'histoire, souvent méconnue, des grands royaumes qui ont véritablement forgé le Sénégal. D'ailleurs, juste avant de plonger dans cette histoire passionnante, si vous aimez ce genre d'exploration, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir et de ne rater aucune de nos prochaines histoires. Maintenant, posez-vous cette question. Et si l'histoire qu'on vous a toujours racontée était incomplète? Si l'image d'une Afrique précoloniale un peu désorganisée, attendant d'être découverte, était complètement fausse? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir. On va découvrir des civilisations brillantes, des empires super organisés, des sociétés d'une complexité qui, franchement, est fascinante. Alors, notre histoire commence là, entre le XIVe et le XVIe siècle. Il faut s'imaginer une période charnière, vraiment l'aube d'une nouvelle ère, où de grandes puissances politiques vont naître et commencer à imposer leur autorité sur les territoires qui, bien plus tard, deviendront le Sénégal. Les fondations de ces royaumes sont anciennes, avec par exemple l'arrivée pacifique de l'islam dès le 8e siècle. Mais le vrai déclic, le moment clé, il arrive autour de 1050. C'est là qu'un nom surgit, presque une légende, Djadjanjai. Ce n'est pas juste un roi parmi d'autres, il symbolise une idée nouvelle, une véritable soif d'unité qui va complètement changer la donne. Et de cette volonté d'unité va naître un véritable colosse, l'empire du Grand Jolof. Attention, ce n'est pas un simple royaume, non, c'est bien plus. C'est une immense et puissante confédération où plusieurs royaumes sont unis sous l'autorité d'un seul chef, le Bourba Jolof. Son pouvoir rayonne depuis le cœur des terres et il impose le respect à tous. Il faut visualiser cet empire un peu comme une grande mosaïque de royaumes. On a le Wallo au nord, le Cayor et le Baol sur la côte, le Sine et le Saloum un peu plus au sud. Chacun de ces royaumes garde sa propre identité, ses propres traditions, mais tous reconnaissent l'autorité supérieure du Jolof. Et c'est justement cet équilibre, assez délicat, entre l'autonomie et l'allégeance qui fait toute la force de cet empire. D'accord, mais la vie de tous les jours, ça ressemblait à quoi au cœur de cet empire? Eh bien, c'était loin d'être simple. La société du Jolof était incroyablement sophistiquée, avec des règles, des hiérarchies et des mécanismes sociaux vraiment bien pensés, qui assuraient la stabilité de l'ensemble. La société était vraiment structurée, très organisée, selon un système de caste qu'on héritait à la naissance. Tout en haut de la pyramide, on avait l'aristocratie, qui détenait le pouvoir politique et militaire. Juste en dessous, les hommes libres, les agriculteurs, les éleveurs, bref, la colonne vertébrale de l'empire. Puis venaient les artisans, qu'on appelait les gnagnos, les forgerons, les griots. Ils étaient essentiels, mais formaient un groupe à part. Et tout en bas de l'échelle, on trouvait les esclaves. C'était un ordre social très défini, où chacun avait sa place, de la naissance jusqu'à la fin. Et il y avait un truc vraiment unique dans cette société, un mécanisme social absolument génial, la parenté à plaisanterie. Imaginez un peu, c'est comme un contrat social qui autorise, et même qui encourage, des groupes entiers à se vanner, à se moquer les uns des autres de façon très codifiée. Et loin de créer des problèmes, c'était en fait une soupape de sécurité hyper intelligente pour apaiser les tensions, et au final, renforcer les liens entre les communautés. Et le roi, le Bourba Jolof, dans tout ça, est-ce qu'il avait un pouvoir absolu? Eh bien, pas du tout. Son pouvoir était en fait très encadré. Il devait respecter des lois coutumières très strictes et gouverner avec un conseil de notables. Et attention, si jamais il dépassait les bornes, ce conseil avait le pouvoir de le virer, tout simplement. C'était une forme de contre-pouvoir hyper intéressante, bien avant qu'on en parle en Europe. Mais attention, ce serait une grosse erreur de penser que le Sénégal de l'époque, c'était uniquement l'empire du Jolof. Non, il faut élargir un peu la vision. La région était en fait un tapis incroyablement riche d'autres royaumes, d'autres centres de pouvoir, chacun avec sa propre culture, sa propre histoire. Au nord, par exemple, la vallée du fleuve Sénégal est contrôlée par le Fouta Toro. C'était une artère commerciale vitale. Au sud, la Casamance vivait sous une forte influence culturelle mandingue. Et puis à l'est, les régions du Bambouk et du Bouré, là c'était le trésor de la région. Des terres pleines d'or qui alimentaient la richesse et la puissance de tout le monde. Mais voilà, comme souvent dans l'histoire, les empires, même les plus grands, ne sont pas éternels. Et une date, une seule, va marquer un tournant tragique, un point de rupture qui va changer la carte du pouvoir pour des siècles. Pour le Grand Jolof, c'est le début de la fin. Alors, forcément, la question qu'on se pose tous, c'est comment? Comment est-ce qu'un empire aussi puissant, qui a dominé pendant des siècles, a pu s'effondrer aussi vite? La réponse est simple. La menace n'est pas venue de l'extérieur, le poison était déjà à l'intérieur de l'empire. Le conflit couvait en fait depuis un bon moment déjà. D'un côté, on avait l'autorité centrale du Jolof qui voulait garder le contrôle. De l'autre, l'un de ses vassaux les plus puissants, le royaume du Cayor, qui rêvait d'indépendance. Le Cayor était riche, tourné vers le commerce maritime, et il ne supportait plus la tutelle du Jolof. La tension était à son comble.
Et cette tension, elle explose en 1549. C'est l'année de la bataille de Danki. Le Cailleur, mené par son chef charismatique Amarin-Gonesobel Fall, se révolte ouvertement. L'armée de l'empereur, le Bourbadjolov Lelefouli Fafo, est écrasée. Et cette défaite, ce n'est pas juste une bataille perdue, c'est un véritable séisme. L'empire se fracture. Les autres royaumes vassaux voient la brèche et, l'un après l'autre, proclament leur indépendance. C'est la fin du Grand Joloffe. C'est la fin d'une époque. Alors aujourd'hui, que reste-t-il de cette période glorieuse? Un empire peut disparaître, ses frontières peuvent s'effacer, mais son héritage, lui, ne meurt jamais. Il est gravé dans l'ADN du Sénégal moderne. Ce que cette histoire nous montre, au final, c'est que loin des clichés d'un passé simple ou primitif, on avait là des sociétés incroyablement structurées, dynamiques, avec des systèmes politiques et sociaux très complexes. C'est ce passé riche qui a façonné une identité, des traditions, des valeurs, bien avant que les premières caravelles européennes n'arrivent sur les côtes. C'est ça, le véritable socle sur lequel le Sénégal d'aujourd'hui est bâti. Et voilà, notre voyage dans le temps se termine ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette histoire fascinante des grands royaumes du Sénégal. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure. Et d'ici là, si ce n'est pas encore fait, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. À très vite.